Alors parlons un peu de la radio. Tu y es entré en 1963 à l'âge de 20 ans. Comment est-ce que tu es rentré à la radio et pourquoi à la radio? Alors, j'avais même pas 20 ans parce que je suis rentré en septembre et mon anniversaire était en octobre. J'avais 19 ans, enfin presque 20 ans. Comme je l'ai expliqué, mes cours de journalisme étaient jumelés avec la radio, les relations publiques et tout ça. Et comme j'aime bien travailler, non pas, je déteste ne rien faire et surtout pas être sur une plage allongée au soleil. Donc pendant les vacances, comme on avançait dans les... et que la radio me plaisait, que j'avais vu déjà des studios de radio, il y a, après 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, 2 ans, j'ai sollicité un stage de vacances à Radio Luxembourg, Grandes Ondes à l'époque, qui délocalisait, comme on dit aujourd'hui, ces émissions, la plupart de ces grosses émissions à Bruxelles, rue de la Limite, à Saint-Josse. Et donc j'ai sollicité un stage d'1 mois d'été là, je ne sais plus par quel moyen, comment j'ai réussi, un stage non payant d'étudiant évidemment comme assistant pour un peu voir comment ça marche. Ça m'intéressait beaucoup, j'étais curieux et puis j'avais un frère qui avait un cote qui étudiait à l'ULB, qui avait un cote à Bruxelles, donc je pouvais loger là. Et non, ce que je dis est faux, mais ça n'a pas d'importance, je logeais, mais je fais une petite parenthèse, chez Julos Bocarn, qui lui tous les étés allait en Provence sur les places, et c'est d'où il tenait son nom Julos d'ailleurs, à la Provençade, sinon c'est Jules. Et il y avait un copain de classe qui le connaissait et qui savait qu'il partait, qui m'a dit écoute, si tu veux, on peut loger là. Donc ça s'est fait comme ça. Je me suis retrouvé donc à Radio Luxembourg où j'étais assez fasciné par cette ambiance, par tout ce qu'il y avait. Donc j'aimais beaucoup les disques, les variétés, les chansons, le jazz. Donc j'ai été à la discothèque et la dame de la discothèque qui s'appelait Mimi Graffet et qui était la cousine du ministre Graffet m'a initié à comment ça marche les maisons de disques, comment on écoute un disque, comment il faut faire une programmation. Et puis on m'a demandé d'être assistant d'un type qui cumulait, un type de la RTB qui cumulait sous un pseudonyme à Radio Luxembourg, ça se faisait beaucoup. Il y avait la sœur de Van Germay qui s'appelait Francine Arnaud, qui cumulait aussi pendant l'été, il y avait Arlette Vincent qui cumulait, tous les gens de l'époque faisaient des émissions payées mieux évidemment que la RTB, ou en tout cas un supplément. Et on m'a demandé d'être assistant de Benoît Kersin, qui était un jazzman, spécialiste du jazz, pour une émission de variété dont il ne connaissait rien. Comme c'était ma partie, j'étais encore un ado, je lui préparais l'émission, mais en faisant un excès de zèle monstrueux quand je réfléchis. Donc je faisais la programmation, il y avait la programmation, Claude François, enfin tout ce qui était dans le hit parade. Il y avait des paniers à linge de courrier qui venaient de par Paris. C'était une écoute inouïe, donc je lisais quelques lettres adressées à cette émission-là. Je surlignais au fluo déjà à l'époque les trucs intéressants. Je découpais dans Salut les copains ou Mademoiselle Ashtendre les articles qui concernaient par exemple Claude François. Donc je lui préparais un dossier pour chaque disque. Donc j'attachais ça, je faisais ça, je préparais ça la veille. Et quand il arrivait, il avait devant son micro un dossier, tel disque. Alors il pouvait choisir, un tel nous écrit de Bordeaux pour dire ça, un tel, ça. Bon, évidemment, après quelque temps, il m'a dit, écoute, j'aimerais bien avoir un assistant comme toi, est-ce que tu n'as pas envie de me suivre à la RTB plutôt que de rester ici? Et j'ai dit non, parce qu'il me reste 1 an à faire, c'est idiot, il faut que je retourne à l'école, à Tournai à l'époque, donc faire encore 1 an. Alors, sur ces entrefaites, le directeur de RTL qui avait entendu tout ça, et Benoît Kersin sans doute lui avait demandé de me garder, m'a demandé de prolonger d'1 mois le truc. Donc j'ai fait juillet, août entièrement. Fin août, je suis retourné voir à l'école comment ça se passait. Et là, on m'a annoncé que c'était pas 1 an, mais 2 ans, si pas plus, parce qu'il passait du graduat à la licence.
Je dis, mais ça c'est ridicule. C'est pas... Moi j'avais goûté au travail, au plaisir d'être à l'intérieur. Je me dis, c'est impossible, laissez-moi comme élève libre, etc. Ils n'ont pas voulu du tout. Alors j'ai pris la décision d'arrêter ça et d'entrer directement. Enfin, j'ai pris la décision, j'ai essayé. J'ai téléphoné à Benoît Kersin, qui donc allait créer ce qu'il a appelé la section jazz, c'est-à-dire une émission de jazz tous les jours. Et il m'a dit, oui, mais maintenant, on est fin août, je ne peux pas t'avoir un contrat comme ça, c'est pas possible. Mais je te conseille en effet de venir, et j'habite un penthouse en face du bâtiment Flaget, au dernier étage du cinéma Marny qui est devenu le théâtre. Et là, j'ai des chambres d'amis, donc je peux te loger, te nourrir, et tes parents n'ont qu'à continuer à te donner de l'argent de poche comme si tu étais aux études. Si tu travailles bien, tu rentreras par la petite porte. Donc j'ai fait ça, inutile de dire que je te passe les détails du tribunal que j'ai eu à l'école, avec toute la famille qui voulait absolument que je n'y aille pas, etc. etc. L'école qui a envoyé des mots à ma mère pour dire ne le laissez pas partir dans ce mauvais milieu et tout. Enfin, il y a tout eu contre moi, mais je tenais bon, et donc j'ai été là chez Benoît Kersin, et ça ne s'est pas arrêté là, parce que le premier jour où j'étais là, il y a la secrétaire de Jean-Claude Ménessier, qui était la vedette de l'époque, j'étais dans son bureau, le bureau des variétés, est venue me demander ce que je faisais, je lui ai expliqué. Benoît Kersin, qui cumulait lui aussi de la RTB au Palais des Beaux-Arts, où il faisait la programmation de jazz à l'époque, était parti toute la journée, et la secrétaire me demande ce que je fais, je lui explique, et elle me dit, écoute, c'est une mauvaise idée, il faut avoir un diplôme dorénavant, on n'entre plus comme ça, ce ne sera pas facile, donc est-ce qu'il y a encore moyen de récupérer les choses? Ben, je dis oui, c'est le jour de la rentrée, c'était le jour de la rentrée. Je dis, mais téléphonez, dites que vous avez été malade et que vous serez là demain, et reprenez le train et retournez à Tournai. J'ai dit oui, oui. Enfin, je me suis laissé convaincre parce que j'étais aussi très influençable et timide et que je n'y connaissais rien. Et donc, comme j'hésitais, elle a dit je vais faire le numéro. À l'époque, il n'y avait pas de portable, donc on devait passer par la centrale téléphonique. Donc, elle demande, voilà, l'Institut de technique de diffusion, comme ça s'appelait à l'époque, qui est devenu l'IEX. Elle m'a passé le cornet et la ligne était occupée. Bon, on a raccroché. Je dis, je téléphonerai dans 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, Benoît Kersin est revenu au bureau. J'ai été le trouver sous l'œil furulent, attentif de la secrétaire. Et j'ai dit, écoute Benoît, ça ne va pas, il faut que je me trompe, il faut quand même que je termine ces études et que j'ai un diplôme. Et il m'a dit, écoute, tu me laisses un quart d'heure pour donner mes coups de fil et régler ce que je dois faire. On ira dans le bistrot en face, comme ça se faisait beaucoup, les choses se font dans les bistrots en face, en général à la terrasse, et tu vas me donner tout ce que tu as sur le cœur et j'essaierai de te convaincre du contraire. C'est ce qui s'est passé, et donc il a réussi à me convaincre puisque je suis resté, et 3 mois plus tard, pour toutes sortes de raisons, voilà, j'ai finalement eu un contrat qui s'est transformé en parastatal et je suis devenu fonctionnaire. Et tu as présenté un nombre incalculable d'émissions. Ah, 45 ans, oui, c'est ça, normal. Quel est ton meilleur et ton pire souvenir? Ça, c'est très difficile à dire aussi, hein, vraiment, vraiment. Il y a des bons souvenirs dans toutes les émissions que j'ai faites parce que, effectivement, mais je veux bien trouver un mauvais souvenir. Mais les bons souvenirs, évidemment, les premières fois que j'ai pu rire sur antenne avec Stéman, c'était génial. Les fous rires avec Armel et Barbara dans Fort en tête, c'était encore plus extraordinaire parce que ça avait plus d'impact encore. L'arrivée de Gueuluc dans l'émission et dans ma vie, je dirais comme ami, était évidemment très bien. Donc tout ça, oui, en plus j'ai gardé... C'est très difficile parce que je suis aussi très sentimental. Donc les gens avec qui j'ai toujours eu des rapports qui étaient plutôt des rapports amicaux, jamais de rapports... Les gens, je ne pouvais pas travailler par exemple dans le jeu des dictionnaires, ils ne pouvaient pas avoir dans l'équipe quelqu'un que je n'aimais
pas bien. Donc il fallait quand même qu'on ait notre rapport. Alors, disons que un mauvais souvenir, c'est la version de la semaine infernale en télé, qui s'est appelée la télé infernale, qui a duré 2 saisons, je crois, ou un peu plus. Et l'émission qu'on avait faite, en émission 0, donc le test, était magnifique. On l'avait fait avec Eric Emmanuel Schmitt comme invité, c'était magnifique. L'idée que j'avais me semblait très bonne, c'était chacun apportait une petite séquence pour le mettre dans le JT. Donc c'était une réunion avant le JT, j'étais rédacteur en chef. Et donc tout le monde entrait, sortait dans cette salle de rédaction et on voyait la porte vers le JT avec un décompte qui était le décompte de l'émission. Donc l'émission se terminait avec le début de la vraie émission. Ça permettait d'avoir des brouillons et de dire non, enfin tu reviens avec ça, de dire que c'était pas bon, de passer des choses qui n'étaient pas finies sur antenne. Philippot était venu assister à cette première et on était tous d'accord. Et puis, cette émission n'a pas pu se faire comme ça parce qu'il y a eu un accord politique comme quoi toutes les variétés devaient se faire à Liège. Alors tant mieux pour Liège, mais à Liège il n'y avait pas encore Médiacité. Donc on était dans un tout petit studio avec 20 personnes dans le public, avec l'idée du JT s'estompait parce que ça n'avait pas de sens, on était là. Et donc ça a foiré. On a fait pendant 2 ans et demi n'importe quoi sur antenne, on s'est amusé. Mais j'ai toujours un peu le regret que si on avait pu le faire... Alors, Bigot, qui était déjà là à l'antenne, s'est battu pour qu'on puisse faire ça à Reyers malgré tout, et il m'a expliqué après que c'était la seule fois où il s'était disputé avec Philippot, qui lui avait pris un accord politique sérieux, échange de budget, en échange de là-bas. Donc il ne pouvait absolument pas faire une nouvelle émission de variété à Reyers. C'est ça le bruxellois. Est-ce que durant toute cette carrière, est-ce qu'il y a une personnalité qui t'a impressionné, qui t'a fait perdre tes moyens? Oui. Alors, par exemple, Philippe Bouvard, que j'avais vu un certain nombre de fois en émission à Paris avec Adamo, je l'avais accompagné beaucoup de fois, qui était très agressif, très sûr de lui, il commençait très mordant, et avec une culture aussi. Donc difficile Eh bien, je l'ai un jour invité à faire mon émission, 4 heures d'émission avec moi en radio. Quand j'étais assis sur cette terrasse au soleil en face de Flaget, quand je l'ai vu arriver dans une Rolls, il avait une Rolls qu'il conduisait lui-même cette fois-là, il venait de Paris, je l'ai vu sortir, alors je l'ai vu sortir petit, mais enfin quand même, et rentrer, et là je savais que l'huissier à qui j'avais expliqué que j'étais en face était occupé de lui expliquer, et puis quand je l'ai vu traverser venant vers moi, eh bien je ne sais pas comment j'ai tenu, j'étais rouge, je transpirais, j'avais mon cœur qui battait, parce que je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais pouvoir l'aborder? Évidemment, il était très gentil et je l'ai revu dans le jeu dictionnaire après, mais là, c'était vraiment impressionnant. En plus, il avait une technique sur antenne qui était formidable. Il mettait à l'aise, il parlait pendant les disques. Et dès que le micro était ouvert, hop, il redevenait ironique et tout ça. Donc il disait « Ah, c'est chouette ce studio ici à Flaget ». C'était la fin de Flaget, les studios étaient un peu en décomposition. Et alors, il disait « Ah oui, c'est sympa, c'est familial et tout ». On ouvrait le micro, il disait « Je sais enfin où est née la radio. Je pensais que c'était en Albanie. Non, c'est ici, à la place Flaget ». Et bon, c'était drôle, mais il sortait ces trucs, il ne les disait pas avant, il les disait que sur antenne. Et ce que les auditeurs entendaient, c'était que j'étais... je prenais plein de trucs. Ouais. Donc Bouvard était quelqu'un d'impressionnant. Pour le reste, des personnalités impressionnantes, je cherche dans les... Beaucoup de personnalités sont impressionnantes. Jamais quelqu'un... Enfin si, il y a parfois eu des personnalités qui m'ont déçu, ça c'est arrivé évidemment. Enfin bon, parlons que de ça. Mais je me souviens, un jour tu m'avais raconté que tu avais été interviewé Jacques Brel chez lui.
je crois. Ah oui, oui, oui. Bon, mais ça c'est au début. Hein. Oui, oui, oui. Donc j'avais interviewé Jacques Brel à 14 ans, bien sûr, il m'avait impressionné pour le journal Scout, et puis je suis rentré à la RTB, et assez vite j'ai dû faire une première interview de Brel, que j'avais revu entre-temps sur scène, et que j'avais été salué dans les coulisses avec ma carte de presse de Scout. Donc on se connaissait un peu. Néanmoins, tout à coup, ça changeait parce que c'était une vraie émission sur la RTB en radio. Et donc, on avait pris rendez-vous chez lui. Il habitait près du boulevard qui va à Zaventem. Et on attendait dans la mezzanine. Il y avait une mezzanine, c'était une sorte de salon avec une mezzanine avec les chambres à l'étage. Et j'étais pas tout seul, il y avait 3 filles dans mon souvenir qui avaient été réunies en même temps, comme on le fait hein, pour les journalistes maintenant, pour pas faire 4 fois la même interview. Et c'était 3 superbes filles libérées déjà, hein, c'était l'époque 65, 64-65, donc des filles assez libérées qui travaillaient pour Marie-Claire, Bonne Soirée, je ne sais quoi, moi, des revues féminines. Et moi, avec mon gros enregistreur, qui, comme j'étais quand même impressionné par l'idée de devoir interviewer Brel, avait pensé à ce système très simple de lui demander de choisir des disques et d'expliquer pourquoi, ce qui ne m'engage à rien, moi. Et on attend, Madame Brel nous propose à boire, et puis tout à coup, elle s'excuse de son retard, parce qu'il avait un gala très tard. Et puis, après avoir bavardé un peu, Brel apparaît sur la rambarde là, de la mezzanine, en peignoir, en disant « Ah bonjour, désolé, j'ai du retard, je dormais, est-ce qu'on vous a expliqué? Oui, très bien. » Et puis il nous regarde, on fait signe, et il voit qu'il y a 3 superbes jeunes filles. Et comme il était provocateur, le voilà, il dit « Bah, on va faire ça tout de suite comme je suis. » Et donc il travaille avec son peignoir, il arrive, et l'escalier était juste en face de nous, et il arrive, il descend, son peignoir était entrouvert, et il était tout nu. Donc on voyait son sexe. Il descendait comme ça, et je dis toujours que les filles en avaient sûrement vu d'autres, mais moi pas tellement. Finalement, dans les écoles catholiques, on n'était pas tout nu pour la gym, donc j'étais... Enfin, j'étais tout rouge, impressionné, et il voit ça évidemment, et il vient et il s'installe à côté de moi en disant « On va commencer par vous ». Et j'ai dit « Bon, je mets en marche mon enregistreur, mon micro, je lui explique les trucs, et on commence l'interview. » Et là, c'est une petite parenthèse, mais il me sidère, il m'impressionne en effet comme jamais. Il me parlait, le choix de ses disques, alors il y avait Brassens, Gainsbourg, Gainsbourg avec le premier disque, Nougaro avec le premier disque, donc il voyait déjà ce que ça pouvait donner. Il redonnait Trenet qui était dans une espèce de purgatoire avant qu'on le redécouvre quelques années après en trouvant quand même que c'était génial. Et le reste c'était de la musique classique. Alors bon, musique classique, donc il disait on va choisir Paul Dukas qui est un petit maître d'orchestration à la française. Moi j'essayais de me souvenir qui était Paul Dukas, puis il disait on va prendre le concerto pour la main gauche de Ravel, mais bien sûr dans la version de Samson François, etc. Moi j'étais... Et bon, et tout à coup il me dit, au milieu de l'interview, il me dit mais monsieur vous ne dites pas grand chose. Donc tout ça est sur la bande, et je dis d'une voix détimbrée évidemment par le tract, non, comme ça, enfin voilà. Il dit, je ne vous fais pas peur au moins, et je réponds, si, un peu. Et tout ça est passé sur antenne tel quel. Et puis après, pour terminer ça, je suis sorti de là, j'ai été dans la première librairie que j'ai vue, ils sont toujours dans ma bibliothèque, et j'ai acheté tous des que sais-je, qui étaient les moins chers, les que sais-je sur la musique classique, l'opéra de Mozart, le solfège et tout. J'avais fait un peu de solfège et de musique, mais je connaissais rien. Et pendant 2 ans, tous les soirs où je le pouvais, j'ai emprunté à la discothèque classique de la RTB des disques que je ne connaissais pas. Je sais pas moi, la flûte enchantée de Mozart, que je n'avais jamais entendu. Je l'écoutais sur mon petit Tepaz dans mon cote.
Et je regardais ce qu'on en disait et je faisais des résumés comme à l'école. Donc je continuais à étudier grâce à Brel. Et j'ai eu comme ça. Bon, après, je me suis aperçu que tout le monde n'avait pas la culture musicale de Brel et que, effectivement, Barzotti, pour dire quelque chose, n'avait pas... je ne devais pas savoir tout ça pour l'interviewer. Mais enfin, ça m'a donné un choc très salutaire et en tout cas, la notion qu'on ne fallait jamais s'arrêter, que tout changeait, que tout évoluait et qu'il ne fallait pas juger sur les apparences non plus. On l'a vu, on l'a compris, l'amitié est très importante pour toi dans ta carrière aussi. Qu'est-ce que ça représente pour toi l'amitié? C'est une chose qui est, d'abord la définition ou la manière dont ça fonctionne est très bizarre. Parce que souvent on croit qu'un ami c'est quelqu'un à qui on téléphone tout le temps et qu'on voit souvent et à qui on... Ça c'est plutôt une sorte de copinage ou d'amitié féminine. Les femmes font souvent ça, elles peuvent s'appeler tous les jours en disant tiens on a dû couper la haie ou tiens j'ai raté tel truc. Une amitié pour moi c'est autre chose, c'est quelqu'un qui existe quelque part, en qui on a entière confiance, à qui on peut dire tout, avec le respect de ne pas tout dire d'ailleurs, parce que je crois que tout dire à quelqu'un, ça n'existe pas et ça ne peut pas exister, ni même à la femme qu'on aime, fût-elle la femme de sa vie. Je crois qu'on doit garder en soi c'est pas vraiment des secrets pour être des secrets, non pas des choses à cacher, mais une vie personnelle, je crois que c'est ça qui compte. Donc un ami, c'est quelqu'un à qui on peut téléphoner n'importe quand, qu'on ne dérange pas, ou alors il le dit, et l'inverse. Et comment expliquer? J'ai un exemple à un moment précis, mais alors là, bon, c'était à un moment précis de ma vie, où j'ai une explication de l'amitié, par exemple. C'était deux amis, Marc Moulin qui est mort et Adamo, que je connais depuis que j'ai 15 ans, parce que c'était aussi mes interviews pour le journal Scout, quand il a mon âge, à 15 jours près, on a le même âge, donc on n'oublie pas nos anniversaires déjà, mais il a été dans cette première partie de ma vie très importante, parce que je pouvais aller loger chez lui à Paris, et il m'envoyait avec sa voiture et son secrétaire faire les interviews, ou j'allais à Europe numéro 1, partout, dans les coulisses, je pouvais aller partout, cautionné par lui. Donc il m'a ouvert des portes insensées. Bon, en plus, sa femme était très copine de ma première femme et nos enfants très copains entre eux. Donc on allait en vacances ensemble souvent et tout. Donc il a été très proche. Et à un moment donné, quand j'ai rencontré la femme actuelle de ma vie, ce coup de foudre, et qu'il a fallu que je me sépare après quelques années. Donc j'ai cru d'abord que ça pouvait être une maîtresse. Et j'ai liquidé tout le reste pour avoir une vie raisonnable avec seulement une petite amie et le reste de ma vie familiale tranquille. Ça ne marche jamais comme ça, évidemment. D'abord parce qu'on est deux et que ça n'arrange pas nécessairement la maîtresse d'être maîtresse. Elle avait liquidé son premier mari aussi. Enfin, liquidé, elle l'avait mis à la porte et il est mort, mais elle l'avait mis à la porte. Donc, elle était libre. Et je sentais bien, après quelques années, que c'était une situation... Elle avait 10 ans de moins que moi, j'avais 35 ans, elle avait 25 ans, elle avait la vie devant elle, elle n'allait pas voir son avenir amante de quelqu'un qui continuait à vivre. Bon. Et à un moment donné, j'ai senti qu'il fallait que je me sépare de ma première femme et que je le fasse. Donc je n'y en ai pas parlé, mais un jour, donc du coup, je me suis décidé. J'ai dit à ma femme que je la quittais, je l'ai expliqué aux enfants, je me suis retourné vers la femme de ma vie en lui disant « Bon, voilà, maintenant je suis libre, on peut vivre ensemble. » Et elle m'a dit « Tu as hésité tellement longtemps que je ne suis pas sûr. Mais continuons à nous voir et ne m'en parle plus. Je te donnerai ma décision dès que je la sens. » Ces jours-là sont les plus terribles de ma vie. Parce que, voilà, j'avais sauté dans le vide, il n'y avait pas moyen de retourner en arrière, sinon c'était l'enfer pour moi jusqu'à la fin de ma vie. Et il n'y avait rien devant. Donc tout ce que j'avais fait, arrêter de boire, changer de vie, etc., servait à rien. J'allais me retrouver seul. Bon.
et sans raison. Et à ce moment-là, mes deux amis les plus proches, qui étaient Marc Moulin et Adamo, m'ont aidé. C'est-à-dire, ils étaient là. Ils m'ont écouté raconter ça. Ils m'ont dit, écoute, tu vas y arriver, tu verras, etc. Adamo a fait plus, beaucoup plus, lui, parce que il m'avait connu, Marc aussi, mais dans les excès d'avant. En plus, j'ai terminé souvent la nuit chez lui, sur son divan, parce que je ne savais plus rentrer de Bruxelles. Hein, donc, lui a dit, écoute, il y a une telle transformation en toi, entre avant et maintenant, il y a une telle force, une telle persévérance et volonté d'arriver à ça, et tu aimes tellement, et je sais ce que c'est aimer, eh bien, je veux bien, même si nos familles vont se disputer et rompre, parce que finalement, mon ex était la plus proche de Nicole Adamo, eh bien, je veux bien la rencontrer, donc ma nouvelle femme, future femme, et lui dire tout ce que je ressens et essayer de la convaincre. Et donc ça s'est passé. Donc j'ai été dans le studio où Salvatore travaillait, ils se sont vus dans un bureau pendant 1 heure. C'était pas encore, ça n'a pas encore été le déclic, mais ça a aidé. Enfin, et effectivement, quand je me suis séparé, Nicole Adamo a interdit à Salvatore de continuer à me voir parce qu'elle avait peur effectivement que ça puisse arriver à son mari aussi. Si moi, qui était comme ça, je le faisais, qui avait eu la même éducation où on se marie pour le meilleur et pour le pire, si j'avais accepté ton... Donc c'est ça l'amitié, c'est prendre tous les risques parce qu'on sait que c'est bon et que c'est vrai pour la personne, quoi qu'il arrive. Alors, par exemple, pour parler de Philippe Geluck, qui est le plus proche, ben, on ne se voit pas tous les 2 jours, on ne se téléphone pas tous les jours, on se téléphone au moins 1 fois par semaine, et directement, ce sont des sujets sérieux. Il n'y a pas de choses à faire. Il n'y a pas à dire quoi. On peut parler des attentats, on peut parler aussi de nos relations avec nos femmes, comment on est, comment on ressent, ou des bêtises, qu'il a rencontré un tel dans le showbiz, etc. Mais ce qui est, c'est que tout à coup, on se sent bien. On est dans la même sphère, on n'a pas à mentir, on ne doit pas tout dire, mais on est bien. Et c'est ce que je ressens depuis qu'on se connaît. C'est-à-dire que chaque fois c'est encore le cas cette année, chaque fois qu'on va en vacances ensemble, avant on allait en vacances d'hiver et en vacances d'été ensemble, et puis est arrivé fort en tête où je ne pouvais pas partir pendant l'année, et donc on a oublié ça. C'est le moment, enfin, la première année où j'étais en vacances avec eux en Italie et avec ma nouvelle femme, je n'ai jamais été aussi heureux que ces vacances-là. Parce que il y avait, comment dire, il n'y avait pas d'apparence entre nous. On n'était pas occupé de dire, tiens, raconte-moi tes débuts et tout ça, parce que c'est pas pour ça qu'on est là. On peut les raconter d'ailleurs si on a envie. Et d'ailleurs Philippe est un grand suscitateur d'histoire, il adore, surtout quand il invite quelqu'un d'autre de Paris ou n'importe, je sais pas, Miu Miu, tout ça, enfin, dessinateur ciné qui a disparu aussi. Alors il adorait m'avoir à table parce que je racontais des conneries que j'avais faites, et ça faisait beaucoup rire Ruquier et tout ça, ou Drucker. Mais là, c'est un jeu entre nous, on sait que c'est joué. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout à coup, on peut être soi-même. On ne joue plus de rôle du tout. On n'est plus quelqu'un qui dessine du chat ou quelqu'un qui passe à la télé. C'est vraiment bien. Et ça permet, par exemple avec Monsieur Dictionnaire maintenant, de faire des émissions où on n'a évidemment plus une once de trac, où on est bien. C'est comme si on était là, occupés de manger ensemble et discuter. Et on reconnaît dans l'œil de l'autre exactement le moment où on va craquer, où il va se passer quelque chose.